trimestriel, c'est de présenter en général 3 projets qui font partie du portefeuille du SCO, regroupés sous une thématique, hein. Aujourd'hui, on va parler de la qualité des eaux et des littoraux, et donc des projets qui sont à des états d'avancement. On essaye de rendre le plus proche possible, des thématiques homogènes et surtout un objectif de porter à connaissance euh, au plus grand nombre. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir les porteurs de ces 3 projets, hein, Lithosat avec Marc Lenon et Marie Jagaille, hein. Merci de votre implication ici. Un extrêmement beau projet, très opérationnel. En tout cas, moi, je le prends souvent en exemple, hein. Le projet Extreme Quality avec Jean-Michel Martinez, hein, qu'on remercie également pour sa connexion, puisqu'il il est au Brésil, hein, il pourra nous le dire. Donc, je pense qu'il est très tôt là-bas. Et Ion Wetlands, on va parler de zones humides sur la zone méditerranéenne, très certainement avec Nina Beg, si je ne me trompe pas. Voilà. Juste un petit mot sur le portefeuille du SCO. On a aujourd'hui 68 projets du SCO France. Pour les plus anciens, rappelez-vous, hein, on a commencé avec 3 ou 4 en 2020. Je pense qu'on peut être assez fier de ce portefeuille qui montre beaucoup de thématiques, euh, beaucoup de données spatiales, d'observation de la Terre, de différents types, énormément d'applications, des applications sous forme de services, des applications avec des transferts de technologies, des applications de valorisation de la science au niveau de la société. Donc, cette richesse, je pense que c'est une des caractéristiques du SCO, et bien sûr, un réseau d'acteurs qui ne cesse de grandir. Aujourd'hui, il y a à peu près plus de 300 personnes, acteurs, qui touchent plus ou moins au portefeuille du SCO en France. Et au niveau international, hein, cette année, très important également, on a labellisé 17 projets, États-Unis, Chine, Philippines, etc. Donc, on va dire que le portefeuille du SCO ne va faire que grandir avec des modèles également différents. Et je pense que ça nous apprendra à tous ce qu'on peut faire avec nos données d'observation de la Terre pour la lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup et je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Frédéric pour cette introduction et merci pour cette invitation à nous permettre de présenter Lithosat. Donc, je m'appelle Marie Jagaille. Je travaille pour la société Hightech Imaging qui vise à développer les usages de l'imagerie spectrale, dont l'imagerie satellitaire, pour différents domaines d'application, dont le domaine côtier. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le projet Lithosat. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous donner quelques éléments de contexte donc sur la zone côtière qui est adressée dans le cadre du projet. Et quelques chiffres issus des chiffres clés de la mer et du littoral du ministère de la Transition écologique qui nous apprend que c'est une zone vraiment qui regroupe une forte densité de population avec 8 millions de résidents permanents et 5,5 millions de logements. Et cette concentration de population, mais aussi d'activités anthropiques, n'est pas sans effet sur les écosystèmes, puisqu'on voit aussi dans ce rapport que seulement 5% des espèces et seulement 6% des habitats marins et côtiers sont dans un état de conservation favorable. C'est donc dans ce contexte que le projet Scolithosat souhaite contribuer à l'évaluation de l'impact du changement climatique et également des activités anthropiques sur les habitats côtiers, plus spécifiquement les habitats intertidaux. Et on souhaite aussi, via les outils développés dans le cadre du SCO, pouvoir contribuer à l'évaluation des politiques publiques qui visent à protéger ces espaces. Et je pense notamment aux directives européennes, comme la directive cadre sur l'eau ou la directive cadre stratégique sur le milieu marin, et également les directives Habitat dans le cadre du réseau Natura 2000.
On voit sur la diapositive suivante que près d'un tiers de l'espace maritime français est couvert par les aires marines protégées. Et donc, ce sont notamment ces gestionnaires que l'on souhaite doter de cet outil Litosat, pour leur fournir donc de nouveaux outils allant vers un tableau de bord du suivi de l'état de santé des habitats de l'estran. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le projet SCO nous a permis de structurer cette offre Litosat. Au départ, nous étions partis d'un premier démonstrateur, et puis dans le cadre de ce projet, on a pu vraiment, en travaillant avec nos utilisateurs partenaires, que sont l'OFB, le CHOM, les parcs naturels marins d'Iroise et du Golfe du Lion et le parc naturel régional d'Armorique, on a pu vraiment consolider cette offre avec leur retour aussi. Et donc, Litosat, c'est à la fois des données et des outils, donc des données satellitaires inédites que je vais vous présenter, une interface de visualisation, Litosat Viewer, qui permet de distribuer ces données, et puis des services sur mesure que l'on commence à construire, qui sont déjà disponibles pour certains en version bêta ou qui sont en cours de construction via des API pour donner accès aux utilisateurs à notre infrastructure de calcul qui permet de produire les données satellitaires pour vraiment avoir des outils de suivi sur mesure. En ce qui concerne la donnée spatiale qui est utilisée, donc nous, on utilise principalement les images Sentinel-2, d'une part parce que pour des premiers cas d'usage régionaux, ce sont des images gratuites, et puis aussi on peut exploiter le temps de revisite exceptionnel de ces données. Nous, on va aller chercher ces données via EODAG et OData, une API de Copernicus. Je vais vous présenter ensuite la façon dont on les utilise. Et puis, on utilise aussi, on distribue en fait en moissonnant les données Spot et Pléiades qui sont acquises via le dispositif Dynamis, auquel on a pu adhérer au titre du SCO, et qui sont distribuées en flux via les flux IGN. Donc, il s'agit de l'Orthosat, Spot et Pléiades. Et l'usage qui est fait de cette donnée, en fait, nous, on va générer automatiquement des mosaïques saisonnières régionales sur 2 régions pilotes, la Bretagne et la Normandie, à partir des images Sentinel-2, avec des mosaïques à marée haute d'une part et à marée basse d'autre part. Donc, c'est le produit que l'on appelle Tidal-S2. Donc, il est généré sur toute la zone côtière. Et sur l'estran, on va aussi calculer un indice de végétation de la zone intertidale, IS2, qui est également disponible à un pas de temps saisonnier. Et on calcule aussi des évolutions interannuelles et intra-annuelles de cet indice de végétation, ce qui permet à l'utilisateur, en choisissant une saison de départ et une saison d'arrivée, de voir le gain ou la perte de végétation sur l'estran. Toutes ces données sont directement accessibles en visualisation gratuitement sur une interface web, donc Litosat Viewer, et elles sont aussi disponibles dans vos SIG ou dans vos propres applications web, puisque toutes les données sont disponibles en flux OGC, donc parfaitement interopérables. Et on développe aussi des API à la demande. Je pourrais vous en parler un petit peu plus par la suite. Donc, je voulais revenir un petit peu sur la façon dont on génère ces mosaïques, puisque c'est déjà une innovation importante dans le projet SCO-Litosat. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir d'un modèle de marée, on a spatialisé des zones homogènes de marée. Donc, c'est les zones que vous voyez en couleur ici sur la carte de la Bretagne. Donc, toutes ces zones, en fait, vont avoir des horaires de marée homogènes. Et on va les chercher automatiquement avec notre infrastructure Litosat la meilleure image possible sur la saison, à marée haute ou à marée basse, avec le moins de couverture nuageuse possible. Donc, sur la diapositive suivante, on peut voir ce qui est disponible actuellement avec Copernicus sur le Copernicus Browser. Donc là, il y a une petite animation où on voit en fait la fauchée du satellite et on voit que la Bretagne est couverte en plusieurs passages du satellite. Donc, on n'a pas de couverture homogène, ce qui peut être un peu bloquant pour des utilisateurs qui veulent observer des dynamiques au niveau régional. Et donc, si on continue à faire défiler l'animation, voilà, on voit qu'il faut 3 passages il y a 3 fauchées différentes pour couvrir la Bretagne. Et nous, ce que l'on propose avec la mosaïque, c'est une couverture globale de la Bretagne. Sur la suite de l'animation, on va voir ce que ça donne en capture d'écran sur Litosat Viewer.
Donc ici, à droite de la diapo, on voit, c'est une capture donc, de Lithosalte Viewer, on voit la mosaïque Tidal 2 à marée haute pour l'été 2022. Ça permet d'avoir une couverture homogène et continue, avec le moins de nuages possible. Ici, quelques captures d'écran. Donc, on a souhaité afficher aussi, en plus de la mosaïque en couleur naturelle, on a voulu afficher la composition infrarouge. D'une part, pour familiariser les utilisateurs avec cette donnée où on voit des choses au-delà du visible. C'est aussi une visualisation qui commence à entrer dans les usages, puisque l'orthophoto est aussi disponible en infrarouge couleur. On trouvait intéressant de la proposer. Et puis, on voit par exemple que sur certaines zones, c'est intéressant pour l'estran, puisqu'on distingue très bien, on le voit sur la droite de l'image. Donc, il y a aussi de la même façon une petite animation. Là, cette zone va s'entourer en jaune. Voilà. On voit très bien ici sur la composition infrarouge la limite entre la zone immergée et la zone émergée, alors que sur l'image en couleur naturelle, à côté, c'était très difficile de la distinguer. Donc, il y a aussi un intérêt pédagogique de pouvoir visualiser ces images. Et puis là, on voit donc toujours cette même zone. Et on a sur la partie estran, donc entre les lignes de haute mer et de basse mer, mis à disposition l'indice de végétation. De la même façon, il va apparaître donc, dans un premier temps avec l'indice de végétation à marée haute. Donc, si vous pouvez passer la diapositive suivante, voilà. Donc, et puis à marée basse, où on va couvrir bien évidemment une plus grande portion de l'estran. Là, c'est une rampe de couleurs et peut-être un petit peu orienté un peu des formations professionnelles de télédétecteurs avec la végétation en rouge et les surfaces minérales dans des teintes plutôt proches du jaune. Mais on a aussi proposé sur le visualiseur une rampe de couleurs avec la végétation en vert pour être au plus près aussi des habitudes de travail en fait, des personnes qui vont faire des cartographies de végétation. Sur la diapositive suivante, on voit aussi que depuis les premiers produits au début du projet et puis les produits EV S2 actuels, on a fait un travail aussi de masque automatique de toute la partie couverte en eau, puisque selon le moment du passage du satellite, on n'aura pas toujours le même niveau de marée, donc on n'aura pas toujours la même zone d'estran immergée et émergée. Donc on a masqué toute la surface en eau sur laquelle on ne peut pas calculer l'indice de végétation, puisque les longueurs d'onde de l'infrarouge sont absorbées. Et puis, on masque aussi la couverture nuageuse quand elle est parfois persistante sur certaines saisons où on n'aura pas eu de passage du satellite au bon niveau de marée sans qu'il y ait de nuages. Ça peut être un cas de figure qui peut exister. Donc, pour pouvoir afficher uniquement les données qui sont valides et interprétables, on a masqué toutes les parties nuageuses et en eau. Donc, tout ça se fait automatiquement. Et on est en mesure aujourd'hui de déployer un Intosat sur une autre région en quelques jours ou en quelques semaines au niveau national grâce à toute l'automatisation du processus que j'ai décrite. Sur la diapositive suivante, donc on voit qu'on en est à la fin du projet. Le projet va se clôturer à la fin du mois, dans 10 jours. Et donc, comme je disais, on a fait un déploiement en Bretagne. À la fois, on a produit les données Litosat Data et déployé le viewer. La même chose en Normandie sur l'année 2023. Et on a aussi un déploiement sur le golfe du Lion, où là, vous vous en doutez, on n'a pas généré de données puisqu'on n'est pas soumis au même phénomène de marée. Mais en revanche, le golfe du Lion trouvait intéressant de pouvoir disposer de ce viewer pour valoriser des données Pléiades dont ils font l'acquisition via Dynamis tous les ans, et aussi d'autres données satellitaires issues de projets antérieurs. Et on est en train de co-construire des produits sur la végétation immergée et la bathymétrie avec nos utilisateurs partenaires. Je voulais vous proposer une rapide démo sur le viewer. Alors, je ne sais pas si je peux avoir la main sur le partage d'écran. Oui, vous pouvez essayer maintenant. Voilà. Donc, normalement, là, vous voyez bien mon écran. Oui, c'est parfait. Donc, voilà le viewer sur la Bretagne. Donc là, je vais vous montrer un exemple ici dans le Morbihan, juste au nord de la presqu'île de Quiberon, où en fait, je trouve intéressant de vous montrer, je suis un petit peu embêtée avec ma barre zoom que je vais décaler. Voilà. Donc ici, on voit ces lances de Ploharnel, où on a ici la mosaïque d'images Tidal S2,
Et je vais vous afficher l'indice de végétation entre la zone des plus hautes eaux et des plus basses eaux. Donc, on l'a calculé entre cette limite des plus hautes eaux en vert et puis la limite des plus basses eaux en bleu. Donc ici, je voulais simplement vous montrer une évolution de la végétation. Ici, on est à l'automne 2022. Donc, on voit ici une couverture végétale sur cette baie, sur cette anse, pardon. Et quand on regarde la même image en hiver, on voit que toute une partie de la végétation a régressé. Et ce qui est intéressant de voir, donc on peut l'afficher en gradient de vert, on peut aussi voir cette évolution de l'indice de végétation, ou avec le gradient rouge, où là, on voit très bien, en fait, si on regarde précisément cette zone, en automne, on a une couverture végétale, et en hiver, une grande partie de la couverture végétale a disparu, mais celle-ci demeure. Donc, on voit déjà des différences de phénologie grâce à cette donnée saisonnière. Et je prends une donnée contextuelle que l'on a récupérée auprès de l'OFB sur les herbiers. On voit que toute la partie où la phénologie montrait une grande évolution entre l'hiver et l'automne correspond à des herbiers, tandis que cette zone qui maintenait sa couverture végétale n'est pas cartographiée, n'est pas inventoriée comme herbier. Donc, il s'agit vraisemblablement d'une autre communauté végétale. Donc, c'est intéressant pour donner accès à ces données sur la phénologie à des utilisateurs, en vue aussi après de leur proposer des API pour étudier plus précisément la phénologie d'un habitat qu'ils auront ciblé sur une zone d'intérêt. Et en perspective, je vais vous montrer aussi un exemple. Ici, on va partir vers le nord de la Bretagne, donc vers les Côtes d'Armor, ici juste à côté de Perros-Guirec. Et là, je vais vous montrer, je vous ai dit que nous commencions à travailler sur aussi un indice de végétation immergée. Donc, ce n'est pas encore disponible sur le viewer, donc là, je vous montre sur un projet QGIS. Ici, j'ai importé les flux Litosat, donc j'ai accès à ma mosaïque Tidales 2, mes limites haute mer, basse mer et mon indice de végétation à marée basse. Et on voit que le bas de l'estran n'est pas renseigné puisqu'il y a de l'eau, donc cette zone est masquée, on ne peut pas calculer l'indice de végétation comme on Marie, fait traditionnellement. excuse-moi Marie, je pense que c'est pas à jour ce que l'on voit. On ne voit pas le projet QGIS? Non. Ok, merci, alors je repartage. Est-ce que c'est Ok, bon? c'est bon. Ok. Donc voilà, comme je disais, on a la mosaïque d'images Tidales 2 et puis on affiche l'indice de végétation. Et comme je vous disais, on ne voit cet indice que sur la partie haute émergée de l'estran. Et on travaille, nous, sur la réalisation d'un indice de végétation immergé qui peut être préfiguré ici par ce paramètre, l'abondance, qui permet de distinguer la couverture minérale de la couverture végétale. Donc, on peut voir qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut couvrir l'estran et aussi couvrir une partie de la zone de petits fonds et prolonger en fait cet indice de végétation de l'estran. Donc voilà, c'est un produit qui est en cours de construction et on travaille évidemment avec les utilisateurs et on travaillera aussi pour qualifier ce produit avec l'incertitude. Donc on pourra de cette façon avertir l'utilisateur de l'incertitude liée au produit. Plus on va être sur des zones profondes, plus on aura un niveau d'incertitude important. Et c'est un produit qu'on aimerait étendre aussi sur la totalité de l'estran. Et là, on s'affranchirait du problème de la couverture basse de l'estran qui n'est pas toujours couverte. Voilà pour la démonstration. Je vais arrêter mon partage. Et pour conclure, je vais vous donner un petit peu le nom des projets qui sont en lien avec le Scolitosat. Donc, le Scolitosat, ça a été d'une part la continuité d'une initiative qui s'appelle Copernicus Régional, qui est portée par Everyspace et qui est financée par le FP Cup Caroline Herschel, qui est un guichet très intéressant pour les user uptake. Et puis, donc ça a été à la fois un effet de levier pour initier le projet SCO, et puis c'est aussi un vecteur de valorisation du projet via le travail que fait Everyspace, notamment auprès de partenaires nationaux comme TEIA ou européens comme Nereus. Un autre projet très important qui est en lien
direct avec l'Eutelsat, c'est le projet Batisat, dans le cadre duquel nous développons pour le CHOM le service français de bathymétrie satellitaire. Et ce que l'on souhaite faire, c'est pouvoir déployer la chaîne Batisat sur les zones test de l'Eutelsat pour pouvoir ajouter un produit de bathymétrie des petits fonds et d'évolution de cette bathymétrie. Et puis, on est aussi en lien avec le dispositif Dynamis, puisqu'on distribue les mosaïques annuelles spot. Et puis, on affiche des images Pléiades ponctuelles. Et on aimerait aussi pouvoir tester l'infrastructure Litosat sur des produits à plus haute résolution en utilisant des images Pléiades à l'avenir. Voilà, donc j'ai terminé. N'hésitez pas s'il y a des questions. On est disponible, Marc Clément et moi-même, pour y répondre. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation. Alors, il y a eu quelques questions dans le chat. Nous avions... Alors, Marc a répondu à certaines questions déjà. Il me semble qu'on avait une question de Philippe. Bonjour, avez-vous un masque ombre de nuage? On n'a pas encore implémenté de masque ombre de nuage. Ça pourrait être quelque chose qui serait ajouté à l'avenir. On peut améliorer encore les mosaïques. D'accord. Mais c'est pas encore. Et est-ce que vous avez fait des campagnes de validation terrain? Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment cette stratégie puisque on produit un indice de végétation normalisé et on le met à disposition justement via le viewer des utilisateurs. Et on commence donc à faire des ateliers avec eux pour justement voir avec leur expertise ce qu'eux peuvent voir. Donc on n'a pas d'étape de validation en tant que telle de cet indice. En revanche, ce sera le cas au moment du développement des API, où là, sur des cas d'études beaucoup plus précis, on pourra aller chercher les images Sentinel-2, l'indice de végétation, et évidemment, pour l'indice de végétation sur la partie immergée, on pourra comparer entre les indices NDVI de l'Estran et puis ce qu'on obtient sur la partie sous-marine pour pouvoir comparer. Donc, pour l'instant, c'est une mise à disposition de données, et puis les validations terrain viendront dans un second temps. D'accord, merci beaucoup. On avait également une question de Flavien. Marc a également donné une réponse, c'était comment calculez-vous l'indice de végétation? Est-ce que c'est un indice de végétation que vous avez vous-même construit? Et Marc a répondu pour l'immergé, c'est un NDVI classique. Pour l'émergé, c'est un indice de végétation sous-marin original. Ensuite, on avait également une autre question. À quoi vous servent les données Sentinel-2 si vous disposez de données Pléiades? Alors, les données Pléiades, on les moissonne et on les distribue, donc c'est des acquisitions ponctuelles. En revanche, les données Sentinel-2, ce sont elles qui nous permettent de faire cette mosaïque régionale, parce qu'en croisant les critères de marée, donc il faut que le satellite passe à un horaire proche de la marée haute ou de la marée basse. Ça, on peut le faire uniquement avec des données Sentinel-2, avec un temps de revisite de 5 jours, et c'est vraiment déjà le minimum, parce qu'on voit que même avec ce temps de revisite, on peut avoir sur certaines zones aucune image sans nuage sur la saison voulue, par exemple si on est sur l'automne ou l'hiver. Donc c'est vraiment la revisite qui nous permet de faire ces mosaïques et de pouvoir après avoir des mosaïques saisonnières. Donc c'est vraiment Sentinel-2 qui est intéressante. Et pour aller vers la très haute résolution, ce qui pourrait compléter, ce serait aussi ajouter des données issues de constellations de nanosatellites, où là on pourrait avoir avec une forte revisite aussi de la très haute résolution. D'accord, merci beaucoup. On a également une autre question de Fabrice Gouriveau d'IRD. À quelle fin l'outil est-il utilisé par les gestionnaires du littoral? Cet outil a-t-il déjà permis d'orienter des décisions de gestion? Pouvez-vous donner des exemples de mesures de gestion susceptibles d'être éclairées grâce à cet outil? Alors pour l'instant, on est encore en train de travailler avec les utilisateurs pour vraiment bien cibler le périmètre de l'Eutelsat Viewer. Et on voit en animant des ateliers avec eux que l'intérêt, c'est aussi d'aller vers un tableau de bord avec davantage de données de gestion. Donc aujourd'hui, l'usage le plus opérationnel, ça va être l'usage Golfe du Lion, où là, ça a été une demande directement
de la part du Golfe de Lion, où l'outil peut être utilisé par exemple en réunion pour montrer des zones particulières et aider à la décision dans ce cadre-là. C'est encore un processus en cours d'acculturation, à la fois nous de notre côté pour mieux comprendre les usages et du côté des usagers pour s'approprier les données. D'accord. Alors, je vois que Marc répond en même temps dans le chat. Alors, il me semble qu'il a répondu à toutes vos questions. J'essaye de faire des réponses en live. Je ne sais pas si j'en ai raté ou pas. Alors, si jamais il y a des questions qu'on a loupées, en effet, n'hésitez pas à les remettre à la suite de la discussion pour qu'on puisse y répondre. Il nous reste encore quelques minutes et vous pouvez également prendre la parole. Je ne vois pas pour l'instant de nouvelles questions. Ah, une nouvelle question de Julien Ponton. Quelles sont les périodes d'acquisition de l'imagerie satellitaire? Par exemple, les fenêtres d'acquisition s'étalent-elles sur plusieurs semaines ou quelques jours seulement? À quel moment de l'année? Alors, en ce qui concerne Sentinelle-2, donc les images qu'on utilise pour la mosaïque, ce sont des acquisitions de tous les 5 jours sur lesquelles on n'a pas la main. Donc ici, on ne prend pas de temps régulier. Et puis, par contre, si on veut faire des acquisitions via Dynamis, là, nous pourrons choisir une date d'acquisition, mais ce sera une acquisition ponctuelle. On n'aura pas accès à cette même revisite que pour Sentinelle-2. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Juste un dernier mot, c'est vrai merci beaucoup, hein, c'est vraiment exemplaire, comme je le disais en introduction. Là, je vois Vincent Longeau est également connecté. On a un projet de Digital Twin qui s'appelle SCOAST d'été en cours de montage. Je pense qu'il y aura des choses à faire également, en tout cas articuler, interagir. Avec plaisir. Ouais, et pour compléter la réponse, on essaye au maximum de faire que l'Itosat soit une plateforme interopérable, bien sûr, et elle soit le plus fair possible. Donc là, on commence des réflexions sur l'interopérabilité avec le Destiny de l'ESA. Donc moi, je suis tout à fait intéressé pour discuter des interopérabilités entre différents systèmes de jumeaux numériques et l'Itosat. Ouais. L'idée étant pas d'avoir une seule plateforme qui fait tout. Je pense que les plateformes continuent à se multiplier, mais plutôt d'assurer via les API qu'on puisse communiquer facilement entre les plateformes. Et voilà. Donc l'Ithosat est complètement conçu dans cette idée-là, quoi. Donc il y aura des API Get, Lithosat, Tidal Mosaic dispo très vite, quoi. C'est parfait. Effectivement, nous, au CNES, bon, il y a des initiatives sur les jumeaux numériques et l'interopérabilité à l'échelle européenne. Nous, au CNES, on développe des briques technologiques qui permettent justement d'échanger des données de manière la plus transparente possible. Et on bosse aussi avec des collègues côté américain. Donc, bon, moi, je suis référent de ce projet-là côté CNES. Donc, je ferai le nécessaire pour que vous ayez accès à toutes ces infos et que ça se fasse de manière le plus transparente possible. Voilà. Ok, top. Et dans le sens inverse, nous, on est intéressé par ce que vous puissiez moissonner aussi de l'info de Lithosat pour ce projet-là, hein. On est en train, notamment avec le CHUM, de plugger Batisat à Lithosat, c'est-à-dire que les sorties de Batisat alimentent directement les viewers Lithosat pour faire du suivi de morphodynamique en zone côtière. Donc ça, je pense que dans le SCOAST d'été dont tu parles, je pense que ce sera intéressant qu'on en discute, quoi. Pas de souci. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On va passer à la suite